Hello mes chers amis, ici Pauline Legnaud, j'espère que vous allez bien et mon invité du jour est un invité très spécial. J'ai volé jusqu'au Japon pour aller l'interviewer. Son nom vous est peut-être inconnu, mais quelle histoire, elle est digne d'un roman. Jérôme Chouchan est actuellement le CEO de la marque gourmande de chocolat Godiva. Avant ça, il était directeur de Liadro et il est, et c'est aussi à ce titre que je l'invite, l'auteur d'un très bel ouvrage que j'ai d'ailleurs déjà mis à mon book club, La Cible. Ce qui m'a intéressé dans le parcours de Jérôme, ce n'est pas seulement sa réussite professionnelle, mais c'est plutôt son état d'esprit. Son état d'esprit notamment basé sur un art martial ancien, le Kyudo, l'art du tir à l'arc à la japonaise. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. C'est un art qui allie performance et une grande sagesse. On en parle durant tout cet épisode. Je pense qu'il fera réfléchir de nombreuses personnes ici. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Je remercie Jérôme d'avoir pris le temps et n'hésitez pas à d'ailleurs lui envoyer un petit message. Il est présent sur LinkedIn pour le remercier de cette interview. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jérôme Chouchan. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire, en temps réel, de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Mon cher Jérôme, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans ce bureau magnifique chez Godiva. Je te remercie pour ton accueil. Alors j'ai 1001 questions pour toi. D'abord, évidemment, on va parler de ton livre La Cible, qui, comme tu sais, est un ouvrage que j'ai adoré au point où je l'ai mis dans mon book club. Mais avant ça, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas, j'aimerais revenir en arrière sur ton parcours et comprendre qu'est-ce qui fait que finalement, quelqu'un comme toi, qui, si je me trompe pas, avait un parcours classique, tu as fait HEC comme moi, tu es arrivé au Japon. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé ici ? Alors là, le premier indice, c'est lorsque j'étais en 2e année d'HEC, j'ai fait un voyage en Asie du Sud-Est, et puis à un moment donné, j'ai voulu aller au Japon pour un but bien précis qui était d'étudier le zen. D'accord. Donc je suis arrivé à Tokyo, immédiatement dès le lendemain, j'ai voulu aller à Fukui, qui était la ville ou le village où il y a le centre Soto-shu, fondé par Dogen, dans les montagnes. Mmh. Et je suis allé là-bas en autostop. Donc j'avais un petit panneau où j'ai écrit Fukui, que la personne de l'hôtel m'avait écrit. Parce que t'écrivais pas, tu parlais pas japonais pas à l'époque. Pas du tout. Ah ouais. Et quelqu'un d'absolument charmant m'a pris. Il ne parlait pas anglais ni français. Il avait un petit dictionnaire et il comprend que je suis français. Et puis il me dit « Ah, vous êtes français. Je viens de terminer le Paris-Dakar. » À l'époque, c'était en 1983. Je crois que c'était la 2e année du Paris-Dakar. Et on commence à échanger. Et cette personne, donc le premier contact que j'ai eu avec le Japon, ce japonais a été vraiment d'une bienveillance extrême. Il m'a invité à prendre un sukiyaki dans une auberge japonaise. Il m'a transporté jusqu'à à peu près les 3/4 du parcours où je devais aller. Donc ça a laissé une impression très forte comme premier contact. De la bienveillance ou de contact avec quelqu'un complètement inconnu dans lequel j'ai connecté très fort et j'ai d'ailleurs gardé contact avec lui 30 à 40 ans après et en fait il est devenu le pilote de Paris-Dakar qui a fait le Paris-Dakar année après année
le plus longtemps au monde dans la continuité. Donc il est au Guinness Record. Comment s'appelle-t-il? Sugawara. Sugawara. Et donc après, je suis allé dans ce temple zen. Et là, ça a été une autre surprise. Donc j'arrive, j'étais vraiment. Tu imagines quand t'as 26 ans, 25 ans, tu as envie de quelque chose, tu veux l'avoir. Donc j'arrive au temple zen et on me dit mais vous avez réservé? Oh, pas réservé, comment Ah ben non, on rentre pas pour apprendre le zen, c'est nous, sans remplir un formulaire 1 mois à l'avance. Voilà. Qui a été étudié, on vous répond, tu connais le formalisme des Japonais. Voilà, ça te donnait une première impression de ce que c'était que le formalisme japonais. Alors, le monde s'est écroulé pour moi, parce que j'avais cette volonté, ce désir, et donc je repars dans le sens contraire. On stoppe toujours. Donc tu renonces, voilà. T'es obligé. Je renonce, désespéré, je n'avais pas envie d'aller au Japon plus qu'autre chose, à part le zen. Donc je repars comme ça, un van noir s'arrête, je monte, et le conducteur était en habit de moine. Je dis où est-ce que vous allez, etc. On commence à parler, et il me dit j'ai un temple, je dirige un temple, je suis le maître de ce temple à Tenrouji, à 15 minutes d'ici, si vous voulez, je peux vous accueillir dans mon temple. Alors là, je suis passé du désespoir à la joie, et j'ai dit, mais bien sûr, allons-y. Et donc, après, je suis allé dans ce temple-là, et j'y ai passé 3 semaines. Et après, lui, il est intervenu auprès du temple Eiji, où là, j'ai pu finalement faire ta formation. Voilà. Donc, ça a été un début, je dirais, un peu comme une aventure faite de rencontres et qui m'a beaucoup marqué. Et donc je reviens après ce long détour à ta question, après HEC, qui pour moi était, si tu veux, ça a été un achievement, et en même temps j'avais besoin de décompresser ou d'aller ailleurs ou d'avoir une vie moins réglée. Un peu plus d'aventure, tu as utilisé le mot. Un peu plus d'aventure, exactement. Donc, lorsqu'il a fallu trouver, après un travail, après HEC, donc j'avais, comme souvent, t'as beaucoup de collègues, ils vont chez les grands du CAC 40, L'Oréal, Danone, les boîtes de conseil, les banques, etc. Et moi, justement, j'avais cette idée du Japon qui me touchait, et je voulais aller ailleurs. Tu savais que tu voulais pas être dans la conformité et faire le chemin, on va dire, classique de l'HEC qui sort et qui va faire effectivement CAC 40 grand, ou c'est venu à cause de ce voyage au Japon? Non, c'était dès le départ. Pour moi, HEC, c'était aussi surprenant que cela puisse paraître, c'était caser la case de oui, je peux faire quelque chose de conventionnel. Et ensuite, après, t'es libre de faire ce que tu veux. Voilà, j'ai rempli mon contrat, j'ai fait un parcours académique classique. Maintenant, laissons-nous aller au côté aventure ou pionnier que j'avais mis sous cloche, un peu, sous cloche pour me concentrer sur ces études qui sont extrêmement prenantes. Et donc, oui, j'avais ce besoin d'aventure, et donc je me suis dit, allons au Japon. Et c'est là où le contact HEC a fait les choses. J'ai rencontré à l'époque Olivier Mellerio, qui était l'héritier que je connais, je sais pas si tu sais. Bah voilà, on le salue. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, qui était le directeur de la famille Mellerio, la plus ancienne joaillerie encore en existante, plus de 4 siècles. Et il me dit, on cherche à s'implanter aux États-Unis et au Japon. Et donc là, je lui ai vendu une implantation au Japon, et à l'époque c'était assez pionnier, en lui disant vous n'auriez même pas besoin d'investir dans un bureau, on va faire le bureau dans mon appartement.
Work from home. Tu as créé le work from home dans les années 80. Voilà. Et d'ailleurs, on pourra en reparler parce que j'ai connu ce qu'il y avait de bien et ce qu'il y avait de moins bien dans le travail à la maison. Et donc, on a lancé ça et c'est comme ça que j'ai... Enfin, t'avais pas peur quand même parce que à l'époque, tu connaissais rien à la joaillerie. T'étais un jeune qui sortait d'école et là, c'est quand même très entrepreneurial. Et puis, tu parlais pas japonais, si je me trompe pas, toujours pas à cette époque. Alors, ça fait exactement. quand même ça fait beaucoup d'inconnus, quoi. Et d'autant plus, oui, que j'ai découvert, c'était dans les années 80, que à l'époque, jeune veut dire inexpérimenté, on ne les prend pas au sérieux. Surtout au Japon. Ouais. Mais bon, j'étais aveugle à ça, je me suis dit tout va bien se passer, etc. Et oui, donc je suis arrivé là-bas, je parlais pas la langue, j'apprenais un peu par moi-même le japonais, et je me suis lancé, et finalement, ça s'est très bien déroulé, puisqu'on a ouvert des boutiques dans des grands magasins, et ça a été le début de l'implémentation, et donc ça a été passionnant, parce que je démarrais quelque chose de rien. Et c'était justement la raison pour laquelle je ne voulais pas aller me former dans les grands groupes, c'est que je voulais pas encore, après m'être formé dans cette très belle école, de nouveau me former dans une entreprise, etc., etc. Donc je suis parti comme ça, et voilà, plein d'années après, nous voici ici chez Godiva. On va en parler, mais j'aimerais revenir sur cette première expérience que tu as eue avec le Japon, avec ce fameux autostop qui arrive. En fait, ça m'évoque deux choses. La première, c'est le pouvoir des rencontres, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important dans ta vie, les rencontres. Nous-mêmes, en fait, je pense qu'on a eu un peu un coup de cœur. Enfin, mais de manière générale, tu as l'air très ouvert à l'idée de rencontrer des personnes, et j'ai l'impression que ça t'ouvre aussi. Littéralement, c'est ça qui a fait que tu as pu rentrer dans ce temple, et peut-être que tu n'aurais jamais été au Japon si jamais tu n'étais pas monté à bord de cet homme. Donc c'est assez fou quand on y pense. Puis la deuxième chose que ça m'évoque, et je veux bien que tu rebondisses sur les deux, c'est est-ce que du coup tu crois au destin? Parce que là aussi, si cet homme n'était pas passé en autostop et ne t'avait pas pris en autostop, littéralement s'il était passé mais qu'il avait juste continué sa route, peut-être que tu ne serais jamais allé dans ce temple, et peut-être que tu n'aurais jamais travaillé au Japon. Peut-être que tu ne serais pas président de Godiva pour l'Asie-Pacifique. C'est quand même assez fou quand on y pense. Exactement. Alors, oui, je crois énormément aux rencontres, et plus particulièrement aux fruits des rencontres. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, sa parole va déclencher une nouvelle idée chez toi, premier fruit, ou deuxième fruit, il va se passer des événements ou quelque chose qui n'était pas prévu et qui se passe parce que ces personnes se sont rencontrées. Et chez moi, en effet, j'ai vu ça comme un pattern. Toutes mes rencontres qui sont importantes naissent de manière non calculée, complètement imprévue. Et j'ai découvert beaucoup plus tard qu'au Japon, ils utilisent le mot go-en. Et alors, go-en, et ça vient du mot en, qui est un peu lié au mot de karma, et ils l'utilisent même dans la vie quotidienne, et ils disent, si une entreprise recrute quelqu'un, ça veut dire, il y avait un go-en, donc il y avait une affinité. Mais le mot go-en est presque, si tu veux, existant de manière latente, non matérialisée, et il se matérialise. Donc en fait, cette rencontre pouvait ou devait avoir lieu. Et donc, ils utilisent ce mot de manière que je n'ai jamais entendue qui est un mot qui pourrait pas être traduit vraiment en français, c'est voilà, ça. C'est un peu la rencontre qui devait se produire, qui devait se passer. Voilà, qui est un mélange de... Voilà, c'est une rencontre, ça peut être une rencontre avec une personne, avec un lieu, avec quand quelqu'un tombe amoureux d'un tableau, il veut l'acheter. Donc, il appelle ça, c'est presque une affinité qui dépasse, qui était là avant même que la circonstance se présente. Donc oui, je crois énormément à ça, parce que c'est à chaque fois par des choses comme ça. Tout ce que j'ai voulu planifier ne s'est jamais passé. C'est bon de le dire, merci. Et par contre, quand j'étais ouvert, mais j'avais quand même, si tu veux, une intuition de la direction. Là, dans l'exemple du temple, j'avais un fort désir d'aller pratiquer le zen, mais mon plan initial d'aller de ce temple Eiji
précis n'a pas marché, il y a eu des détours, et finalement, j'y suis arrivé longtemps après, mais oui, il y avait cette direction. Voilà. Et t'as accepté d'adapter le parcours aussi et de pas être uniquement de foncer sur ce temple. Et quand on t'a dit non, finalement, t'as accepté de prendre un chemin de traverse en passant par le deuxième temple pour ensuite arriver à ton objectif. Ça, c'est aussi intéressant. Et alors, par rapport à ce que tu dis sur la destinée, oui, je crois, j'avais été assez impressionné par cette phrase de William Blake, qui dit « Nous naissons comme un jardin planté et semé ». C'est-à-dire qu'on a des graines en nous, qui après il s'agit de mettre un peu d'eau, de s'en occuper pour qu'elles deviennent de belles fleurs, mais on a déjà quelques graines et chacun d'entre nous a des graines différentes. Donc moi je pense que cette histoire avec le Japon, oui, elle était déjà... c'était déjà une graine qui était là, et après je n'ai eu qu'à suivre et à pousser, quoi. Alors, tu travailles chez Mellerio, comme tu le disais, et donc ça se passe très bien, et au bout d'un moment, tu décides de devenir, tu en parles d'ailleurs dans ton livre La Cible, de devenir dirigeant d'une nouvelle entreprise qui est à la base espagnole, si je me trompe pas, Leadro, qui est pas une entreprise du tout dans un domaine que tu connaissais, puisque ce sont des figurines, c'est ça? Voilà. Ouais. Comment est-ce que tu arrives là aussi à changer de voie et à passer sur ce nouveau... Alors, Yadro a été... avant Yadro, il y a eu Lacoste. D'accord, je savais pas. Donc Lacoste, et puis après, les très beaux cognacs Hennessy, donc chez LVMH. Et j'étais chez LVMH, je m'occupais du Japon et de tous les ambassadeurs de la marque dans le monde, une équipe d'ambassadeurs. Mais je m'occupais du Japon, basé à la fois à Paris et à Cognac, et une marque fantastique. Mais au bout de 4-5 ans, m'occuper du Japon et de faire l'aller-retour, ça devenait compliqué. Et tu voulais revenir au Japon? Alors, j'étais revenu en France, chez NC, pour justement quitter le Japon et voir d'autres choses. D'accord. Mais Hennessy m'a donné le Japon, et ils m'ont dit le Japon est tellement important, c'était le deuxième marché au monde pour Hennessy à l'époque, qu'ils voulaient absolument que je sois focusé sur le Japon, alors que moi je cherchais à avoir d'autres marchés. Et puis, j'ai eu la réflexion qu'à un moment donné, bon, si c'était pour m'occuper du Japon, autant être basé au Japon plutôt que de faire l'aller-retour. Et c'est alors que cette société espagnole m'a abordé, Yadro. Entre toi et moi, je ne connaissais pas. Oui. Pas passer de Hennessy, qui est quand même une entreprise, même à l'époque, c'était plus petit, mais je veux dire, c'était une entreprise mondiale, déjà très connue, à Yadro, qui est pas ton domaine particulièrement, et qui est une entreprise espagnole en plus, donc t'as pas de lien avec l'Espagne. Voilà. C'était étonnant. Oui, d'ailleurs, quand j'avais parlé avec certains de mes amis qui me disent que j'allais quitter LVMH pour aller chez Yadro, t'as pris pour défaut. Il y en a pas un qui a compris. Et le regard des autres à l'époque, c'était un poids pour toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui parfois peuvent prendre des décisions justement aussi parfois influencées par d'autres, et ce qui est tout à fait normal. On est humain, on vit dans une société, mais là tu vois typiquement t'as fait un choix qui était un choix, je pense, qui devait dérouter tes amis, ta famille, tes collègues. Ça a été dur pour toi de prendre cette décision? Alors il y a eu le critère de décision. Et il y avait une alternative entre tu choisis, comme tu l'as dit, la renommée de la société, le statut LVMH, ou tu choisis le contenu du job, même si c'est moins connu. Ou... Peut-être le salaire aussi. C'est similaire. Le salaire, bon, j'étais quand même assez bien rémunéré là où j'étais, chez LVMH. Oui, mais je veux dire justement, le salaire chez LVMH devait t'attirer à rester. Oui. Et en plus, il y a beaucoup d'avantages, etc. Bien sûr. Donc, ou le contenu. Et là, pour la première fois, pour cette société espagnole, j'avais la possibilité de diriger un PNL. D'être responsable de mon compte de résultats, donc patron de la filiale ici.
Et ce que j'avais jusqu'à maintenant, j'étais bureau de représentation ou directeur de développement. J'étais toujours au sein d'un groupe, mais je n'avais pas la responsabilité du compte de résultat. T'avais quel âge à l'époque, tu dirais? Yadro, j'avais 44 quarantaine, ans. Voilà, d'accord. voilà. Et donc j'ai dit ok, là diriger un PNL. C'est une responsabilité qui m'intéresse. Voilà. Et donc tu décides d'aller chez Yadro et en fait bon, t'en parles dans le livre, donc on va en profiter pour faire un peu une transition vers la cible, qui est, comme je te le disais, un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'à beaucoup de moments on sent que tu as réussi à allier, j'ai l'impression, de la créativité et en même temps une vraie discipline opérationnelle. Et donc c'est vraiment cet équilibre entre les deux que j'ai trouvé très intéressant et qui me semble te caractériser, même si on se connaît pas depuis si longtemps que ça. J'aurais aimé comprendre si c'est quelque chose de conscient de ta part, c'est-à-dire cet équilibre qui est souvent pas le cas, parce que bien souvent, typiquement, des créatifs sont très créatifs, mais ils sont un peu bordéliques, ils font pas très attention, etc. Et j'ai l'impression que dans ton cas, vraiment, il y a une espèce de conscience de je veux faire des rencontres, je cherche des nouvelles idées, donc de recherche de créativité, mais en même temps avec peut-être une influence japonaise, je ne sais pas, une certaine discipline managériale, beaucoup de bon sens, beaucoup de sagesse en fait en réalité, qui paraît souvent incompatible avec le côté créatif. Et je fais la transition avec Yadro parce que dans le livre, tu cites des exemples de moments où tu as été extrêmement créatif, notamment là quand vous avez repensé le business des figurines en fait tout simplement. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'était tout ça adossé à une vraie discipline managériale et chiffrée, quoi, finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, Yadro, oui. Quand je suis arrivé là, ce sont des figurines. Alors, les figurines, c'est quoi? C'est des objets de porcelaine. Des petites statuettes. Voilà. Et je t'apprendrai rien en te disant que c'est vraiment pas un produit qu'on se lève le matin et se dit quelle figurine je vais acheter. Donc j'étais vraiment face à un problème business assez compliqué. Bien sûr. Et l'entreprise se portait bien à l'époque? Oui, ça allait. Elle se portait bien, mais elle était en plateau, voire baisse. Et donc moi, mon travail était de la redynamiser. Donc je me disais, bon, on se lève pas le matin pour acheter des figurines. Bon, bien sûr, on a ce qu'on appelle des collectionneurs, mais il en a de moins en moins, et c'est restreint. Donc j'ai commencé à me balader dans le Japon et j'ai vu qu'ils fêtaient le festival pour les garçons et pour les filles. Pour quelque chose d'auspicieux, pour qu'elles grandissent bien, que les garçons deviennent courageux, etc. C'est une tradition en fait où on célèbre les nouveau-nés en fait, c'est ça, ou les petits garçons. Alors c'est plutôt vers 5-7 ans. D'accord. Et pour les filles, ça s'appelle Hina Matsuri, et c'est le prince, l'empereur et la princesse en costume traditionnel, et on le met dans un petit hôtel dans la maison à une période de l'année, en février. Et pour les garçons, c'est soit un casque de samouraï, soit une armure de samouraï. Et on les met aussi dans la maison. Tous les Japonais font ça. Pour porter chance. Voilà. Et donc des figurines pour porter chance et dans la vie quotidienne. Donc ça, tu te dis jackpot. Voilà, non, je me dis exactement, là, c'est un territoire où il faut aller. Et qui n'était pas le cas déjà pour Yadro. Vous n'étiez pas du tout pas présent du là-dessus. Tout. Et d'ailleurs, tous les Japonais en qui j'en ai parlé, même des grands magasins, etc., ils m'ont dit, mais jamais des Japonais vont prendre une figurine de l'histoire traditionnelle japonaise faite en Espagne. C'est comme si vous ouvriez un restaurant de sushi fait par des Espagnols. Oui. Bon. Et en fait, bon, on a continué. Je les ai fait réaliser. Et chose extraordinaire, les sculpteurs en Espagne ont fait des figurines et un visage extraordinaire, mignon, qui ont plu aux Japonais instantanément. Et on a découvert un insight qui a fait que ça a énormément marché, c'est que
ces figurines en porcelaine résistent à l'humidité, n'ont pas besoin qu'on les nettoie en permanence, peuvent se garder des années et vont très bien avec les maisons contemporaines. Et comme la marque Yadro était connue au Japon comme gage de qualité, le public japonais les a acceptés et ça a été vraiment un best-seller. Ça l'est même encore, c'est une part énorme du business même aujourd'hui. Et ça montre que le japonais, le consommateur, est extrêmement réceptif aux nouvelles idées. Par contre, les intermédiaires, les grands magasins, les boutiques, les intermédiaires du commerce, eux, sont beaucoup plus traditionnels. C'est drôle d'ailleurs, je fais un mini parallèle avec mon histoire. Tu sais que nous, quand on a lancé Gemio au Japon, comme tu sais, on n'est pas passé d'ailleurs par des intermédiaires, parce qu'en fait, tout le monde nous disait, ça va se planter, ça n'est pas possible, si vous ne rentrez pas dans des grands magasins, de toute façon, ça ne marchera jamais. Donc vraiment, tout le monde nous a dit, en tout cas, il y a que les grandes maisons, les Japonais ne veulent que des produits qui sont déjà très connus au Japon, etc. Et en fait, aujourd'hui, le Japon, pour nous, est en train de devenir déjà notre deuxième marché derrière la France, et comme tu sais, de vraiment très très bien marcher, même au-delà de nos expectations, de nos espérances. Donc, je suis assez d'accord avec ton constat que, en fait, finalement, le public japonais est assez ouvert à la nouveauté. C'est plutôt les intermédiaires finalement qui sont un peu sur des acquis peut-être. Exactement. Et donc le Japon de ce côté-là, si on est créatif dans la qualité et avec un marketing pointu, le consommateur et les consommatrices sont extrêmement ouverts. Mais c'est intéressant aussi dans cette histoire finalement le fait que je trouve très intéressant le fait que tu es allé finalement à une question fondamentale business qui est OK. Des figurines, on n'en achète pas tous les jours, donc comment est-ce que je fais? Donc en fait, tu vois, t'as remis un peu l'église au centre du village et tu t'es dit, bon, bah maintenant, il faut que je réussisse à répondre à cette question. Et la manière dont t'as réussi, si j'interprète, à y répondre, c'est en allant au Japon et en te baladant, en t'ouvrant en fait l'esprit pour essayer de trouver la bonne idée. Et ça, c'est quelque chose finalement en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant qu'on prend pas souvent le temps de faire. C'est-à-dire que bien souvent, on reste dans notre petit quotidien comme ça à se dire, ah bah il faut que j'améliore les chiffres, mais réellement on prend pas assez de temps, je trouve. En tout cas, moi je sais que j'ai parfois ce biais et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi, c'est qu'à chaque fois j'ai l'impression que tu vois le problème avec beaucoup de simplicité et ensuite tu dis ok, ben il faut que je trouve une solution et tu vas essayer de trouver des idées créatives, innovantes pour trouver une solution à ton problème et force est de constater que ça fonctionne. Et alors, tout à fait, les idées de produits ou même de business model ne viennent jamais dans les réunions au bureau. Donc, c'est comment sortir du bureau, c'est ça la question. Parce que on va sur le terrain, on va parler avec une vendeuse, un vendeur, on va voir comment les gens, on observe le client, on observe la boutique, et là, il y a plein d'informations qui se créent. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, si tu regardes les grandes startups des États-Unis qui sont maintenant des groupes immenses comme Uber ou même Airbnb, Airbnb, c'est parti, les deux fondateurs, ils cherchaient à arrondir leur fin de mois et ils avaient une maison, une chambre de libre dans leur appartement. Et ils ont dit, ah bah tiens, il y a une demande pour ça. Et à partir de là, ils ont fait le business model et la discipline managériale dont tu parlais est venue. Mais au départ, c'est en observant sur le terrain un besoin ou une habitude, mais jamais au bureau. Au bureau, on parle des ventes d'hier, d'avant-hier, des choses qui sont loin du marché tel qu'il est. Voilà, donc tout à fait. Aujourd'hui, maintenant, président de Godiva pour Asie-Pacifique, qui est un groupe, si je me trompe pas, où il y a plus de 1000 personnes là actuellement à Tokyo, donc qui couvre un marché, sur toute l'Asie. Est-ce que tu arrives à toujours prendre le temps de sortir du bureau pour justement continuer à aller t'imprégner, voir le terrain? Est-ce que, à ton niveau, c'est toujours possible de réussir à le faire? Est-ce que tu te bats pour réussir à le faire? Oui, ça demande une discipline, et donc je crée des moments de non-rendez-vous, pas de rendez-vous interne, aucun. Et là, il faut une discipline, parce que comme l'agenda est très, il y a plus à mettre que ce qu'il y a de disponible. Il faut donner cette règle très forte
pour soi-même et à son assistante. Sinon, il y a à chaque fois, ah mais non, mais là, juste aujourd'hui, il y a quelqu'un. Non, donc à chaque fois, tous les jours sont remplis. Et donc, ça tombe très bien qu'on se parle ce matin, parce que le lundi matin, justement... Si jamais Pauline Léniaud ne débarque pas avec son podcast, voilà, comme aujourd'hui. Justement, je l'ai ouvert. Donc, quand t'es venu, et tu m'as dit lundi, voilà, c'est pour ça que ça a marché. Et donc, c'est réservé pour soit des choses imprévues, soit des moments de réflexion. Mais donc, oui, je mets des plages... de non-réunion, en fait. De non-réunion. Et c'est indispensable. Sinon, tu fais ce qu'on appelle en anglais back-to-back meetings, c'est-à-dire des meetings à la chaîne. Et en fait, la qualité de ces meetings en pâtit. Donc, en fait, c'est pas la quantité, c'est la qualité, si on parlait de créativité, qui compte. Ça m'intéresse beaucoup ce sujet parce que j'ai aussi le même problème. Enfin, je pense comme beaucoup de managers. Je pense qu'il y a une autre problématique quand en plus t'es pas le dirigeant de l'entreprise, c'est de réussir à justifier le fait de sortir du bureau pour aller se balader littéralement, tu vois, dans des magasins. Moi, par exemple, hier, j'ai fait exprès d'aller faire tous les grands magasins, toutes les joailleries pour aller m'inspirer, pour aller comprendre, pour essayer d'analyser, voir la population, etc. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent justement pour réussir, qu'ils soient dirigeants ou managers, pour réussir à trouver ce temps et qu'y faire? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Est-ce qu'on va dans des magasins, dans ses propres magasins? Est-ce qu'on va se balader, je sais pas, dans les rues? Enfin, est-ce que tu as un conseil à donner? Oui, il faut s'autoriser à se dire qu'un moment non planifié, c'est OK. C'est-à-dire que même si on n'a pas de but, c'est OK. C'est-à-dire que même si tu vas visiter une boutique, si tu te dis « Oh, il faut que je voie la dernière bague ou le dernier collier pour que j'ai mon idée de ma prochaine collection », déjà, t'es pris par ce désir ou cet agenda. Non, tu y vas complètement comme quelqu'un qui se promène. Et là, au moment où tu t'y attends pas, tu vas voir quelqu'un, ou tu vas voir un collier, ou tu vas voir une boutique. Donc, s'autoriser à ne pas avoir d'agenda et faire ce qu'on appelle presque du daydreaming, c'est-à-dire vagabonder, être ouvert, du temps libre. Et c'est à ces moments, et en fait, quand on est dirigeant d'entreprise, enfin, moi, je pense à mon business 24 heures sur 24. Si quelqu'un me parle d'un iPhone, je vais dire, mais attends, ce qu'il fait avec l'iPhone, qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec mon business? Tu me parles de bijoux, je connecte avec ce que ça va faire avec mes chocolats, ou comment tu gères. Donc, on est sans arrêt en arrière-fond, on a ça, mais c'est comme s'il y avait une application qui était toujours ouverte en arrière-fond, voilà. Tu sais, qui enregistre. Mais s'autoriser à ne pas avoir d'agenda, ou on en parlera tout à l'heure, de cible, c'est le meilleur moyen pour justement atteindre la cible. Par exemple, quand je vais voir des vendeuses, il y avait un moment, une époque, où j'allais les voir, et je leur dis, OK, comment ça va? T'as vendu combien aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas? Et on m'a fait des retours en disant, oui, Jérôme, il vient nous voir, mais il est intéressé, ça leur met la pression, etc. Maintenant, je vais les voir, je leur dis, comment vas-tu? Qu'est-ce qui va? Ce week-end, il a plu. Tu vois, je parle de tout et de rien. Et les retours, les gens sont, oh, il est super sympa, il est venu nous voir, il nous encourage, ça les motive. Et est-ce que ça apporte quelque chose au business? C'est ça ma question. Est-ce que au-delà déjà les motiver, ça c'est important pour le business, c'est sûr, parce que du coup t'as moins de turnover et puis probablement ils sont plus motivés aussi commercialement, etc. Mais est-ce que tu as observé que le fait d'être finalement plus entier, plus humain avec eux et pas uniquement sur les chiffres et sur une espèce de pression commerciale aide le business? Tout à fait, parce que une vendeuse ou un vendeur, quand tu leur parles, qu'est-ce qui leur fait plaisir dans leur métier, c'est le client qui est content, il crée une connexion avec le client, contact humain, quoi. Contact humain, et puis à la fin il y a la vente, mais c'est d'abord ce contact, cette relation humaine qui leur fait plaisir. Nous, on voit avec nos vendeuses qui vendent des boîtes de chocolat, ce qu'elles nous disent, c'est de voir le sourire sur le client ou la cliente, c'est ça qui
qui leur donne du sens à leur travail. Et ok, ça fait de la vente, mais c'est pas ça qui les motive en premier lieu. Donc oui, c'est clé. Jérôme, on va parler de ton livre La cible, donc principe d'un art martial japonais, le Kyudo, au service de vos objectifs et de votre entreprise. Avant de te demander pourquoi tu as écrit ce livre, en fait, je rebondis sur ce qu'on se disait précédemment, où tu as évoqué le fait que finalement, ne pas avoir un plan d'action hyper clair et précis te permet presque plus facilement de toucher ta cible. Et j'ai une citation que j'avais relevée, que j'avais trouvée très intéressante, c'est que tu dis en Kyudo, donc qui est un art martial sur le tir à l'arc, tu vas pouvoir m'en parler plus en détail, on parle de lâcher naturel. Vous n'atteignez pas la cible si vous êtes obsédé par l'idée de l'atteindre, mais si vous faites de votre mieux avec la bonne forme, alors c'est la cible qui vient à vous. Est-ce que tu peux expliciter ce point? On en a parlé un peu là finalement en filigrane durant cette conversation, mais c'est tellement contre-intuitif pour des Européens, alors peut-être encore plus pour des Américains. En fait, on est comme ça, mais tellement à corps perdu, tu vois, vers nos objectifs, où en fait on se jette dessus et on se dit il faut que j'ai l'objectif. Il y a des personnes qui se font des affirmations tous les jours en se disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Et là tu nous dis presque l'inverse, tu nous dis c'est dans le lâcher prise qu'on va réussir à atteindre sa cible presque sans le vouloir. Est-ce que tu peux expliciter ce que ça veut dire? Alors ça a été aussi, pour moi c'est une méditation permanente, ce dilemme entre atteindre la cible et comment l'atteindre. Et je pense que c'est un dilemme pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est-à-dire on est tous plus ou moins, on a envie de faire des choses, d'avoir un impact sur le monde. Bon, moi quand j'ai fait HEC, j'avais envie de l'avoir. La seule chose, c'est que j'étais tellement obsédé par vouloir cette école que ça prenait tout mon espace mental. C'était vraiment l'obsession de la cible. Et donc, quand j'ai découvert le Kyudo et qu'ils expliquent que pour atteindre la cible, il ne faut justement ne pas être obsédé par la cible, je me suis dit, mais si c'est possible, c'est génial. Parce que tout le monde veut atteindre la cible. Bah oui. On est tous, comme on dit en anglais, des achievers. On veut faire quelque chose, on veut avoir un impact. Donc, mais on est, comme tu dis, 80%, c'est, ok, j'ai un plan, 4 étapes, année 3, année 2, et on est, comme on dit en japonais, l'énergie de la cible nous dévore. Et à la fin, est-ce que ça nous rend plus heureux? Non. Parce que moi, on en démarre au début de notre discours, là, de notre conversation, toujours eu une tension entre être paisible, peace, la paix, être paisible et en même temps faire des choses. Avoir de l'ambition. Parce que, comme tu dis, un dilemme pour beaucoup de personnes qu'on vit beaucoup, je pense, à l'heure actuelle, où on veut à la fois réussir à avoir de l'ambition et en même temps vivre heureux longtemps. Et c'est vrai que ça paraît parfois incompatible. Et surtout quand on voit des exemples, je suis désolée, à la Elon Musk, où on a l'impression qu'en fait, il a réussi. Et il réussit très bien, mais en même temps, il a pas l'air en très bonne santé. Est-ce qu'il est vraiment heureux? Voilà, même physiquement, en fait, ça se voit bien qu'il dort pas, etc. On se pose un peu la question d'est-ce que c'est possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce livre était aussi fort. Alors, merci beaucoup de ton intérêt pour le livre. Et alors là, c'est là où c'est pas tout blanc, tout noir. Parce que c'est pas on laisse faire et l'arc va tirer tout seul. Alors on va rentrer un peu dans le détail du tir à l'arc pour que les gens comprennent. Donc tu as ton arc, il a une grande pression, tension, c'est ce qu'on appelle la tension de l'arc. Tu l'ouvres et quand tu es en tir complet, c'est-à-dire que tu as ouvert l'arc complètement, c'est là où la force de l'arc est la plus forte et tu as du mal à le tenir. Et après tu dois lâcher la cible, lâcher la flèche. Et le tir à l'arc japonais regarde non seulement l'atteinte de la cible, mais ta forme. Le geste. Si tu as bougé ton corps pour atteindre la cible, c'est pas bon. Même si tu l'as atteinte. Ouais, si tu l'as atteinte. Donc c'est ce qu'ils appellent un tir naturel, c'est comme si tu veux la rosée qui tombe de la feuille. Ça paraît tout à fait naturel. Et là,
tu regardes, tu vois la flèche qui quitte l'arc et le corps qui s'ouvre de manière naturelle en ligne droite, les deux bras. Et ton corps reste vertical. Et des gens qui veulent attirer la cible, qui sont obsédés par ça, tu vas avoir la main droite qui bouge, ou le main gauche qui pèse, ou la colonne vertébrale qui va bouger. Et ça, même si tu atteins bull eyes, tu ne passes pas le test ou tu ne passes pas la compétition. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que en Europe ou aux États-Unis, bien souvent, quand il y a un sport, finalement, c'est tellement le résultat qui compte que la manière dont c'est fait est presque un peu accessoire et qu'on va se dire, bon, bah, du moment qu'il a touché son but, c'est vrai que même s'il a couru comme un crapaud, entre guillemets, du moment qu'il court vite, c'est pas grave. Là, en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu décris, c'est que le résultat, c'est le résultat et le geste. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux qui font un. Exactement. Et donc, il y a cette phrase qui est une phrase qui est une inspiration pour des dizaines d'années de pratique, c'est Seisha Ichu, c'est le tir correct touche la cible. Ce qui veut dire que, en tant qu'archer, tu te concentres uniquement à faire le tir correct. Et s'il est correct, la cible sera atteinte de surcroît, comme une conséquence naturelle. Et alors, c'est quoi le tir correct en judo? C'est évidemment le mental, la forme. On te dit il y a une forme précise qui est une croix en fait, la colonne vertébrale et le bras gauche et droit de manière horizontale. Donc la forme correcte, mentale, corporelle, avec la technique. Si tu te concentres que là-dessus, la cible sera atteinte. Et donc ça c'est formidable parce que ça t'enlève la pression du résultat. Le résultat arrive naturellement tout seul si jamais tu t'es concentré sur le geste et puis sur ce fameux lâcher prise. Lâcher prise, alors on va en reparler parce que c'est mal interprété en Occident. Tu as on dit dans l'arc japonais, on ne vise pas la cible. Notre regard est dirigé vers la cible. Donc oui, tu regardes la cible, mais tu n'es pas tendu vers elle. Et donc, tu regardes la cible, le regard est là, tu mets ton corps en ligne droite avec la cible, et tu t'étends, on appelle ça nobiai, c'est tendre, et le résultat de cette extension, le corps va s'ouvrir et tu atteins la cible. Donc, le lâcher prise, c'est quoi? Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, et j'ai toujours du mal, J'avais un professeur, une fois, il me dit, mais Jérôme, c'est toi qui tires l'arc, c'est pas l'arc qui tire à ta place. Parce que j'étais là, lâcher prise. Lâcher prise. Voilà. Non. En fait, tu fais ton maximum et tu continues à t'étendre, c'est-à-dire à grandir la force, on appelle ça le ki, le souffle, l'énergie dans ton corps, jusqu'à ce que la flèche parte sans que tu en sois presque conscient. T'en es pas conscient, ouais. Mais pour arriver à ce moment-là, tu dois être très concentré et faire beaucoup de choses. C'est pas uniquement t'es là et t'attends que ça descende. Non, tu fais ton maximum et paf. Et c'est comme ça qu'on a les meilleurs tirs. Et j'en reviens à l'exemple dont on a parlé, ces figurines qui ont fait un succès formidable. J'étais parti d'une intention pure, qui était OK, faisons un produit qui aille pour la vie quotidienne, et j'ai donné un brief aux sculpteurs espagnols. Jamais je leur ai dit faites exactement ce que veulent les Japonais, il faut faire ci, il faut que le visage soit comme ci. Non, je leur ai simplement donné le brief de manière, je dirais, pure entre guillemets, et eux ont créé un visage qui a plu parfaitement aux Japonais. Pour moi, c'était un exemple du tir naturel, c'est-à-dire que tu fais de ton mieux et à un moment donné, tout s'aligne. Donc c'est pas lâcher prise. En chinois, ils disent le non-agir. Mais le non-agir, qui a été traduit en français par non-agir, porte à confusion. C'est en fait la plénitude de l'action. Wu wei. C'est-à-dire l'action dans lequel l'ego ou le désir ne vient pas s'en mêler. Mais il y a de l'action, donc. Voilà, il y a de l'action. Mais il n'y a pas l'ego. Moi, je le vois, puisque je tire maintenant 2 fois par semaine.
je continue à aller au test, et maintenant, avec le niveau que j'ai, plus ça monte, plus c'est difficile, et je rate le test beaucoup plus de fois que je le passe. Et je le vois très bien, je suis, quant à la cible en face de toi, tu veux l'atteindre. Et si tu as ce désir-là, le tir s'effondre. Donc comment aller au-delà de ça, c'est toute la pratique ou la discipline. Mais dans nos affaires, et là on revient pour les gens qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs ou dirigeants, si on se concentre, ça paraît extrêmement, je dirais, banal, mais si tu le fais bien, c'est extrêmement difficile. Si on se concentre sur faire le bon produit ou le bon service pour que le client soit content, et uniquement là-dessus, et aussi les employés, qui soient bien dans leur job, à la fin, les résultats, la cible, finissent par venir. Par contre, si on arrive dès le matin, je dois faire 10 millions, je dois faire 15 millions, et on délivre ce message aux employés, à soi-même, on devient très vite burn-out. Tu t'en parles dans le livre, tu parles aussi d'un très bon exemple, je trouve, chez Godiva, de ce lâcher prise qui n'en est pas puisqu'en fait il est dans l'action, mais où en fait il me semble que en allant dans les magasins Godiva, tu observes. Il y a aussi vraiment un sujet autour de l'observation et de l'observation de soi-même, mais aussi des autres, dont tu parles dans le livre. Je veux bien que tu l'évoques. Tu observes en fait que les gens finalement sont intéressés par le packaging et par la beauté du packaging, et que c'est ça qui va faire la différence. Et donc là aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant cet exemple. Je veux bien que tu nous en parles et que tu nous dises en fait finalement comment tu as eu cette idée et qu'est-ce que les principes du Kyudo t'ont apporté pour justement avoir cette vision. Alors, dans le Kyudo, il y a une phrase qui dit « on ne tire pas avec son esprit, on tire avec son corps ». Et ça m'a très vite ramené au concret. Au terrain, on en reparle. Voilà. Et donc, pour moi, l'interprétation de ça dans le business, c'est on fait pas des grands meetings, etc. On va sur le terrain, et c'est sur le terrain que ça se passe. Et parce que c'est là où c'est physique, c'est là où c'est en 3 dimensions. Et quand on est au bureau, ça reste de la logique, ça reste du PowerPoint. Et donc, oui, il y a plusieurs exemples d'observation sur le terrain. Donc, les packaging, oui, j'ai remarqué qu'en fait, ce qui déclenchait l'achat, c'était le visuel du packaging, et les Japonais est un marché qui bouge avec les saisons. D'accord. C'est-à-dire qu'un packaging d'automne, un packaging de Noël, un packaging de Valentine, un packaging de printemps, ils ressentent la saison avec le packaging, et on voit des clients qui disent « Oh, kawaii, oh, c'est mignon !» avant même de savoir le goût. Alors que au bureau, on se concentre pour faire le meilleur chocolat possible. Mais en fait, la cliente, elle, c'est le packaging, l'émotion visuelle qui va déclencher l'achat. Et donc, on a fait toute une série on a mis énormément d'efforts sur le côté visuel de nos packaging. J'ai fait appel à des designers extérieurs pour avoir un point de vue frais. Donc, on a pris des designers, Jaime Ayon qui était espagnol, Nathalie Lété française. On a pris des designers de plusieurs pays qui, à chaque fois, ont amené quelque chose de différent. Et ça fait un boost énorme sur nos ventes, parce que c'est aussi un objet cadeau. Et donc, le cadeau, évidemment, c'est la boîte aussi. Autre élément d'observation, j'avais une directrice des ventes qui visitait les magasins et qui regardait comment le magasin était bien propre, qu'il n'y avait pas de traces de doigts sur les vitrines, que tout était bien agencé. Comme tu sais, les Japonais, c'est le sens du détail. C'est sûr. Mais pour elle, c'était le symptôme de si le magasin était bien tenu par la chef de magasin ou non. Elle n'avait pas besoin de demander les chiffres. Et ça, pour moi, ça fait clic, c'est exactement le tir correct touche la cible. Et elle s'intéressait à est-ce que le magasin est bien tenu. Et à partir de là, pas besoin de regarder
si elle touche la cible. Parce que si je déroule le fil, si le magasin est parfaitement tenu, ça signifie que la personne est extrêmement investie, par exemple, et donc en fait dans tous les détails, pas uniquement le fait qu'il n'y ait pas de traces de doigts sur la vitrine, mais dans tous les détails finalement, va penser en permanence à comment améliorer, comment faire en sorte que Godiva soit valorisé, etc. Et donc c'est ça finalement le mindset. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui fait bien une chose. Elle met de l'énergie dans le détail, dans bien tenir son magasin. Oui, elle va très bien tenir son magasin, ses équipes, et les résultats vont être là. Et en fait, il y avait une corrélation très forte. Et c'est pareil dans le tir du Kyudo. Il ne regarde pas uniquement le moment du lâcher. Il regarde comment tu entres dans le dojo. Tu as des gens qui rentrent dans le dojo de manière extrêmement négligée, extrêmement décontractée. Et t'en as d'autres, il y a une présence, et dès ça, il voit comment va être le tir. Donc, c'est en effet, c'est la priorité à bien faire le travail, la valeur du travail bien fait. Et alors là, c'est quelque chose qu'ont les Japonais et surtout, et qui est pas encore tellement en France, surtout quand on voit certaines discussions. Mais la valeur du travail bien fait, c'est quelque chose ici, les Japonais respectent. Et il y a un côté, si je fais un travail bien, donc ma boutique est bien tenue, il y a un bon service au client, la récompense est aussi pour la personne qui fait ça. Ouais. Elle sent qu'elle a une utilité. Donc c'est pas uniquement le salaire, le chiffre d'affaires, c'est l'amour du travail bien fait. Oui, il y a un plaisir du travail bien fait. Voilà. Mais bon, ça va peut-être paraître bizarre de dire ça, mais je pense qu'en France, il y a une grosse partie de la population, et d'ailleurs pour tout dire, beaucoup de personnes qui écoutent mon podcast, qui croient au travail bien fait aussi. Et moi je le vois, je reçois sans cesse des messages de personnes qui me disent qu'ils ont aussi cette attention au détail, ce plaisir en fait de bien faire les choses, d'avoir aussi envie d'avoir de l'impact, mais pas à n'importe quel prix, si tu veux. Ils ont envie, je trouve, de faire attention. Je pense juste que malheureusement en France, il y a aussi une partie de la population qui n'y attache pas beaucoup d'importance, tu vois. Mais je dirais pas que malheureusement, enfin, je dirais pas que en France tout le monde, et je m'en foutiste bien sûr, et je pense qu'il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans la culture japonaise aussi à cause de ça, parce que même si parfois la culture japonaise peut peut-être être à l'inverse excessive dans le côté tellement respectueux qu'on ne dit pas les choses, il y a un côté très indirect, etc. À l'inverse, c'est vrai qu'il y a tout le monde est, enfin moi je suis admirative notamment dans mes équipes, on a 4 personnes et demie on va dire ici chez Gemio, mais c'est fou à quel point ils sont attachés au fait de bien faire les choses et de vraiment faire un effort en permanence pour tu vois, pour que ça, non seulement pour que ça marche, mais en fait juste comme tu le dis, pour que ça soit bien fait, pour que les clients soient bien accueillis, pour que la boutique soit belle, qu'elle soit propre, pour qu'ils veulent être fiers en fait de ce qu'ils font au quotidien. Et donc il y a une valorisation de la valeur travail en fait, c'est-à-dire tu fais bien ton travail et de bien le faire, tu te sens bien aussi. Et alors après, la question, c'est de trouver un travail qui nous plaise, mais chaque travail peut être comme un travail d'artiste, c'est-à-dire l'artiste qui écrit ou qui peint, il s'exprime dans son travail. Et là, tu parlais de ta vendeuse, et c'est pareil pour nous. Une vendeuse, elle aime son produit. Nous, chez Godiva, les gens adorent le chocolat, adorent la marque. Donc, elles aiment ça, elles communiquent cette passion au client. Le client clique et le personnel de vente est ravi. Donc il y a un cercle positif, tout à fait. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus d'organisation personnelle. T'as abordé le sujet rapidement. Mais il y a finalement une espèce de contradiction, en tout cas un dilemme, c'est un joli mot, entre le fait de vouloir être créatif, de vouloir aller sur le terrain régulièrement. Donc finalement, toutes ces sollicitations ou ces choses que tu vas toi-même vouloir t'imposer parce que tu sais qu'elles sont importantes pour le business, et en même temps, la réalité qui est que tu diriges une entreprise où il y a 1000 personnes, t'es sollicité toute la journée, t'as Pauline Legnaud qui débarque pour te demander de faire un podcast, t'es en plus président de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie française où t'es extrêmement actif, et donc t'as des rendez-vous sans cesse avec des personnalités toutes plus intéressantes et intelligentes les unes que les autres. Comment fais-tu, Jérôme, pour réussir à survivre
Non, mais c'est une question que tout le monde se pose, je pense, de cette question du temps et de comment je fais pour affecter mon temps. Donc, tu as un petit peu répondu quand tu disais je me fixe des plages horaires, mais j'avais envie de comprendre aussi comment est-ce que tu acceptes ou non des rendez-vous parce que tu es extrêmement sollicité. Et dans ton cas, en plus, tu vois la valeur de cette rencontre et du fruit de cette rencontre. Donc, comment est-ce que tu prends la décision? Est-ce que tu aurais des exemples peut-être pour nous conseiller là-dessus? Alors, je pense que c'est un cheminement. C'est un cheminement. On se lève pas le matin avec la formule qui permet d'avoir la réponse. J'ai eu une époque où j'avais pas de réflexion là-dessus. Et je délègue mon agenda à mon assistante parce que justement je n'aime pas avoir une prison de temps. J'ai un problème avec le temps. Si je gère mal, je n'aime pas planifier, comme je te le disais tout à l'heure. Et à l'époque, mon assistante me faisait des back-to-back meetings, mais à la minute, quoi. À la minute. Et alors, ça n'allait plus du tout parce que chacun des meetings que j'avais n'était pas qualitatif, etc. Donc, j'ai été à une nouvelle étape qui marche beaucoup mieux. C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. C'est des plages où je ne prends pas de meeting. Mais, et pareil, je continue de déléguer mon agenda. C'est pas moi qui dis je veux voir un tel, je veux pas voir un tel. Je délègue à 90%, sauf quand il y a des imprévus, comme par exemple notre rencontre. Mais je donne des règles à mon assistante en disant le lundi, de telle heure à telle heure, il n'y a pas de rendez-vous interne. Alors au début, elle me dit mais si, il y a toujours des exceptions qui arrivent. Je dis non, c'est une règle parce que quand on abandonne une règle une fois, on l'abandonne 10, 15, 20. Donc c'est devenu très clair pour la personne qui gère mon agenda. Et donc ça, déjà, ça a été un énorme progrès. Et donc maintenant, ça c'est la première conseil que je donnerais, d'avoir des plages fixes de non-rendez-vous et de s'y tenir. Et maintenant, je suis dans une troisième... Non négociable. Non négociable. Et je suis dans une troisième phase, c'est d'avoir, je dirais, quelques cibles ou quelques directions de cibles dans lesquelles se portent nos intérêts. Ça peut être... alors, chez ces personnels, chacun peut avoir... par exemple, moi, actuellement, je suis... à la croisée de faire fonctionner une entreprise, mais je m'intéresse aussi à des modèles de management et ce qui se fait, ce qui se dit dans le monde, même dans l'université, des management modèles. Et troisièmement, qu'est-ce qui peut, en quoi les traditions anciennes, comme le tir à l'arc japonais, ou même d'autres arts, ou même d'autres traditions, ou même des philosophies, peuvent influencer ou avoir des idées sur le management. Donc j'ai ces trois pôles. Quand ça rentre dans ces pôles-là... Tu as quelques grandes directions qui sont des sujets qui sont ta stratégie, quoi, les sujets qui t'intéressent. Et donc tu acceptes ou non quand tu sens que les rendez-vous ou que les sollicitations finalement cochent un peu cette case. Au sens large. Voilà, quand ça coche ces cases, et des fois je suis obligé de me forcer parce que j'aurais envie de rentrer chez moi, de me reposer, mais je me force quand même à y aller. Et souvent, c'est ce qu'on disait au début, il y a ces relations go-en imprévisibles qui fait qu'il se passe quelque chose. Mais il vaut mieux, en effet, avoir, je dirais, 2 ou 3 grandes directions ou centres d'intérêt pour voir si ça colle dedans. Sinon, on peut s'éparpiller. C'est ça, c'est que tu vas pas dans n'importe quel rendez-vous juste parce que tu as été sollicité, parce que sinon, en fait, ça serait absolument invivable. Voilà, exactement. Hyper intéressant. Jérôme, je vois que le temps passe et comme justement, je sais que ton assistante sinon va me tomber dessus, on va être obligé d'arriver à mon crible, qui sont donc mes questions signatures. Je pense qu'elles vont te plaire parce qu'elles sont un petit peu philosophiques, c'est à mi-chemin entre le business et la philosophie. La première de ces questions, c'est est-ce que tu as vécu à un moment dans ta vie un grand échec qui serait un peu ton plus bel échec, dont tu pourrais nous parler parce que tu en as tiré un enseignement particulier. Ça peut être tout à fait un échec personnel, professionnel, dans le Kyudo peut-être, je sais pas, qui t'aurait appris vraiment quelque chose que tu pourrais partager avec nous. Ouais, les échecs que j'ai eus étaient, à chaque fois, c'était au moment où ils arrivaient, je croyais que c'était la fin du monde, et en fait, c'était une porte qui s'ouvrait pour quelque chose d'autre. Un qui m'avait beaucoup marqué,
lorsque j'étais à HEC, j'avais déposé ma candidature pour le programme international de management, ce qui s'appelle à l'époque le PIM, pour aller au Brésil. Et alors, le discours de l'école était « Nous voulons des gens ouverts, des gens qui s'intéressent à l'international, etc. » Donc, je pensais que je casais toutes les cases. Et j'avais été dans mes voyages au Brésil, et c'était un pays qui me fascinait. Et donc, j'étais appliqué là-dessus. Pas été accepté. Alors, pour moi, c'était une injustice terrible. Mais c'est comme le monde qui s'écroulait, parce que je croyais que j'y allais, je voyais ma vie dans le Brésil, j'étais attiré par ce pays. Et j'étais même presque révolté, puisque j'avais créé des affiches dans le campus. C'est pas vrai. Pour dire c'est inadmissible. Et alors, j'ai découvert après, c'est vraiment au tout début ce que j'ai compris, que ce que l'on dit n'est en fait pas ce qui est la réalité, c'est qu'en fait, ils choisissaient pour ce programme non pas les gens qui étaient les plus ouverts d'esprit ou qui allaient bien s'intégrer, ils choisissaient ceux qui avaient des notes excellentes pour mettre en valeur l'école. D'accord. Et moi, pour rien ne te cacher, après mon entrée, je vais plutôt la couler douce, cool. Donc je m'étais pas très focusé sur les notes. Mais quand ça m'est arrivé, ça a été vraiment un échec. J'étais vraiment extrêmement tu l'as vécu un peu personnellement voilà, aussi. Très personnellement. Et en fait, quand je vois ça maintenant, c'est parce qu'il y a eu ça qu'il y a eu le Japon après. Bien donc sûr. En fait, on sait jamais. L'important, c'est c'est un échec à l'instant T, et après il y a autre chose qui se passe. Donc il faut laisser ça derrière. Voilà ce que j'en retiens. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu voudrais refaire différemment? Ça revient à ce qu'on disait au début, le jardin qui est déjà planté. Je me pose pas cette question parce que il y a une espèce de force qui me pousse. Si je dois devenir une tomate, tu vois, il faut que je devienne une tomate. Je peux pas devenir une orange. Voilà, si je peux gagner un peu de légèreté. De légèreté. Oui, parce que je suis quand même tendu, toujours trop tendu à mon goût vers l'objectif. D'où le Kyudo, qui est un enseignement pour moi. C'est comment avoir un objectif et en même temps ne pas être pris par cet objectif. Donc je suis toujours dans cette tension. Toujours dans cette tension. Et si je pouvais mettre plus de légèreté ou plus oui, le mot légèreté ou d'espace entre la cible et mon désir de l'atteindre. Et donc c'est pour ça que je fais ce tir à l'arc. Parce que quand tu as la flèche, tu as la cible en face de toi, c'est là où tu es face à ton propre désir. Et je le vois d'ailleurs dans mon tir à l'arc, il y a 20 ans, j'avais le corps très tendu. Maintenant, il est beaucoup plus paisible, harmonieux. Donc, si c'était à refaire, je dirais, je n'ai pas le choix, ce sera la même chose, mais avec un peu plus de légèreté. Et après tout, c'est pas si important. Oui, mais tu vois, c'est intéressant comme question, et donc c'est un dilemme, donc je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais au final, je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous écoutent se disent « Oui, mais Jérôme, la raison pour laquelle tu as autant réussi, c'est parce que tu avais ce désir et parce que malgré tout, tu étais tendu vers cet objectif. » Et on peut légitimement se poser la question de est-ce que finalement ce caractère qui est en toi, cette envie, cette ambition finalement, c'est pas ça aussi qui fait que t'as pris cet autostop, que tu es allé au Japon, que malgré le Brésil, finalement tu t'es bougé, qu'ensuite après t'as eu ces idées pour Liadro, puis pour Godiva, etc. Et que si t'avais été tellement relax, tu serais peut-être resté tranquillement, tu vois, et t'aurais travaillé dans une boîte où t'aurais pas eu autant d'impact. Oui, je serais rentré chez moi à 6h, j'allumerais la télé. C'est ça. Donc c'est un équilibre qui est pas facile. Oui, mais tout à fait, et c'est là, mais bon, on est dans d'une société qui donne une priorité tellement énorme à la cible, au résultat, mais comme tu
et je pense que le discours ambiant, tu ouvres Instagram, tu ouvres LinkedIn, tu te comme dis... tu vois que le résultat, tu vois qu'un instant T, de toute façon. On ne parle pas de gens qui n'ont pas réussi, de gens qui ont des galères immenses, qui doutent. Moi, dans le tir à l'arc, j'ai échoué pour mon 4e dan 30 fois. T'imagines, 30 fois avant de réussir à l'avoir. Oui, tu vas au test, il y a aucun être au monde qui va au test pour ne pas l'avoir. Oui. Et tu rentres chez toi, tu passes une journée, et non. Donc ça te donne une dose d'humilité, et aussi, on parlait de la chance, tu sais jamais quand ça va marcher ou pas marcher. Donc je crois qu'il faut une grande dose d'humilité en disant que c'est pas simplement, c'est ça, pour répondre à ta question, voilà, c'est pas seulement toi qui est en jeu, il y a des forces plus grandes qui nous accompagnent, et donc respirons un bon coup et soyons un peu plus légers, tout en ayant la direction, l'œil vers la cible, mais pas une tension vers la cible. Voilà. Je comprends. Qu'est-ce que tu trouves beau, Jérôme, soit au sens métaphorique, soit philosophique? Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui te touche? Pas facile. Alors, bon, évidemment, la littérature, la nature. Je suis très sensible à la nature dans laquelle il y a très peu de traces d'habitation ou de pierres. Les grands espaces. Les grands espaces. Ça te touche. Ça me touche, oui. Sinon, ce qui m'émeut aussi, c'est comment tu lis l'incarnation d'une forme et son principe qui est immatériel et qui commence à s'incarner. Par exemple, je reviens sur le tir à l'arc, on te dit il faut que le corps soit droit et ne bouge pas, et cet aspect immobile est le symptôme d'un cœur d'un mental qui ne va pas. Donc cette idée d'immobilité, comment on dit en anglais, de centre, d'ancrage mental, et de l'incarner dans un art. Quand tu vois un tir où justement l'archer est en équilibre, en contrôle. Donc cette idée d'idées, hein, c'est des idées de contrôle, d'équilibre, d'harmonie. Et quand c'est incarné dans une forme, c'est quelque chose que tu trouves beau. Qui m'émeut. Alors à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu n'aimes pas observer? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu trouves laid, au final? Le double langage, le manque de sincérité, la non-authenticité. Tu as une citation qui te, peut-être d'ailleurs issue de la voix du Kyudo, qui te parle, que tu te répètes, qui est particulièrement importante pour toi et que tu pourrais partager avec nous? Alors j'en ai deux. Alors l'une, c'est celle du Kyudo, le tir correct touche sa cible, Seisha, Ichu, le tir correct touchera sa cible. Et une deuxième, c'est une phrase de la Bhagavad Gita, ce livre sacré hindouiste, où le dieu Krishna dit à l'archer, justement, Arjuna, ton droit est dans l'action et non pas dans les fruits de l'action. Ton droit est dans l'action et non pas dans les fruits de l'action. Et donc, tu peux nous expliquer? Ça veut dire que ton droit, ta responsabilité et ton devoir, c'est uniquement l'action. Si cette action va réussir ou ne pas réussir, ce n'est pas toi. Du moment que tu as fait ton travail jusqu'au bout en voulant le faire du mieux que tu pouvais, le résultat finalement ne t'incombe pas. Voilà, que le résultat il soit atteint ou pas atteint, comme c'est le dieu Krishna qui dit ça, c'est indépendant de toi. D'accord. Donc c'est l'idée, tu fais ton devoir et tu n'as pas de droit au fruit de cette action. Donc ça rejoint un peu
concentre-toi sur le tir à l'arc, sur le tir correct, et la cible suivra de surcroît. Et puisqu'on parlait des affaires, c'est aussi une métaphore que j'utilise pour Godiva, où on a en fait fait des performances énormes, puisque c'est devenu le premier marché au monde. Incroyable. Alors que Godiva était même pas très gros au Japon initialement. Exactement. Et tu te concentres sur tes bons produits, ta bonne stratégie marketing, tes employés, et les résultats financiers vont suivre. Ou ne suivent pas. Parce que il y a des moments où ça va pas comme on le souhaite. Et c'est là où ces deux phrases peuvent être une inspiration, parce que même quand ça va pas, tu te dis, tu fais de ton mieux. Ça va pas, c'est pas de ta faute. Il faut continuer à faire de son mieux malgré tout, faut pas abandonner. Voilà. Et dans le tir à l'arc, ils te disent, retourne aux bases. Même quelqu'un qui a 30 ans, qui d'un seul coup a ce qu'on appelle une chute terrible dans sa pratique, il lui rapprend les bases. Il dit, c'est pas grave. Et donc tu te concentres sur les bases, et le fruit de l'action, ça se passe très bien, tout le monde t'applaudit, mais en fait non, il ne t'appartient pas. Donc ça se passe très mal, non, c'est pas de ta faute non plus. Donc c'est vraiment de faire un shift du résultat à simplement l'action. Et tu fais de ton mieux, la vendeuse elle fait de son mieux pour vendre son produit, le client achète, formidable, le client n'achète pas, elle a fait de son mieux, elle est pareille, c'est la même personne. Est-ce que y a un sujet qui te viendrait à l'esprit sur lequel tu as déjà changé d'avis, où tu te rends compte avec le temps que tu avais tort, en tout cas maintenant tu penses que tu avais tort? Je pense que j'avais tort d'être trop focalisé sur mes objectifs, notamment dans la première partie avec ces études longues, etc. Parce que j'étais guidé par l'objectif, plutôt guidé par qu'est-ce que je voulais faire réellement. Donc je pense que c'est peut-être plus utile de voir ce que l'on cherche réellement, indépendamment du résultat extérieur ou du diplôme ou de l'entreprise ça je pense que c'est un chemin plus court. 2 dernières questions pour toi. Celle-ci, je l'aime bien parce que je suis à la base littéraire, comme tu sais. Est-ce que tu as un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, que tu recommandes autour de toi, qui ont été vraiment importants pour toi à un moment dans ta vie dont tu pourrais nous parler? Alors, il y en a 2. L'un, c'est L'inconnu sur la Terre de Le Clésio. Ok, figure-toi que je l'ai pas lu. Ah, c'est m'attire. Une rêverie qui j'adore le te transporte dans la nature et vraiment c'est très très bien écrit, et c'est un voyage. D'accord. Et le titre est aussi une grande inspiration. Et deuxièmement, c'est un livre plus philosophique et plus à rebours de la pensée dominante actuelle. C'est La crise du monde moderne de René Guénon. D'accord. Et alors parle-moi de ce livre. Pourquoi est-ce qu'il a été important pour toi? Parce que paru en 1927, je vois ça. Une critique du monde occidental. Occidental, non, moderne. Moderne. C'est-à-dire que René Guénon part de toutes les traditions spirituelles authentiques, c'est-à-dire celles qui remontent à des millénaires et qui sont transmises de génération en génération, qu'elles peuvent être l'hindouisme, qu'elles peuvent être le taoïsme, qu'elles peuvent être le christianisme, qu'elles peuvent être l'islam, qu'elles peuvent être le bouddhisme. Et il explique que la période dans laquelle on vit actuellement est une période d'âge obscur. Oui, de crise de la spiritualité, en fait. Voilà, où le matériel et le fonctionnel a pris la domination, mais que ça n'a pas été le cas avant, et qu'en fait c'est une anomalie. Que ce soit le matériel à tout prix qui
qui est le seul critère de validité de quelque chose. Alors que dans les temps anciens, il y a toujours eu trois mondes, le monde matériel, le monde psychologique, d'imagination, des idées, et le troisième, qui est un peu plus dans l'indicible, qui disent le monde spirituel. Et donc, il reprend plein d'anomalies qu'il détruit de manière magistrale, d'une langue extrêmement précise. Et comme il le dit, il faut enlever les mauvaises herbes avant de pouvoir planter à nouveau. Et il y a un livre qui fait pendant à celui-ci, qui m'a aussi beaucoup inspiré, et qui s'appelle Le règne de la quantité. Je pense que le titre dit tout. Voilà, le titre dit tout. Et comme tu le vois, dans toutes les marques ou dans les entreprises dans lesquelles j'ai toujours été, que ce soit Godiva, que ce soit Yadro, que ce soit Lacoste, que ce soit Hennessy, que ce soit Melerio, j'ai toujours été dans des marques qui avaient une qualité, soit dans l'artisanat, soit dans l'histoire. Donc c'est un thème qui m'est très à cœur. Ouais, je le partage complètement. Donc là aussi, Le règne de la quantité de René Guénon. Voilà. C'est fou parce qu'en fait, quand même, des ouvrages qui datent respectivement de 1927 et 1945. Donc comme quoi, c'est un problème qu'on a depuis un moment et qui n'est pas en train de s'améliorer, je le crains. Merci mille fois, je le mettrai dans les notes. Jérôme, c'était formidable, comme je m'en doutais. Est-ce qu'il y a peut-être, à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, un dernier message que tu aurais envie de passer à l'audience qui nous écoute? J'habite au Japon et je trouve que ton podcast et tous les gens que tu interviews, c'est vraiment une bouffée d'air frais, parce que les gens qui s'expriment avec toi parlent de leur chemin de vie, leur authenticité, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup au Japon, où au Japon la préséance du social, de ce qui se dit, est extrêmement pesante. Donc, moi, quand je suis là, basé à Tokyo, et que j'écoute ton podcast et tes intervenants, c'est vraiment une bouffée d'authenticité et d'air frais. Donc, j'espère que j'ai pu participer un tout petit peu à cette longue liste de voix qui porte un message vraiment intéressant. Jérôme, je te remercie mille fois. C'était un vrai plaisir pour moi. Pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous voient sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller lire le livre de Jérôme, La scie, principe d'un art martial japonais, le Kyudo au service de vos objectifs et de votre entreprise. Franchement, c'est hyper facile à lire, c'est très concret, c'est très simple finalement dans les termes utilisés. Moi, j'ai vraiment adoré, au point, comme je disais, je l'ai mis dans le book club. Et Jérôme, si jamais on veut te contacter, t'es présent sur LinkedIn, si je me trompe pas. Mais comme tu as un agenda qui est bloqué par ta charmante assistante Cana, qu'on salue, eh bien, ça va pas être facile de prendre un rendez-vous, je vous préviens, messieurs, dames, mais vous pouvez toujours envoyer un petit message sympa à Jérôme, je suis sûr qu'il sera ravi. Merci à toi, Jérôme, pour ton temps. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup.